bien, Frémont, vous répondez oui? Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vous, monsieur le divisionnaire. Mais vous dormiez, ma parole. C'est-à-dire que... Non, j'ai étudié le dossier Kaufmann. Je réfléchissais. Oui, on réfléchit mieux les yeux fermés, c'est bien connu. Vous désirez quelque chose, monsieur le divisionnaire? Le rapport sur l'escroc de la rue de Saussure, c'est vous qui vous êtes occupé de l'affaire. Oui, mais le rapport n'est pas terminé, faute de temps. Que se passe-t-il, Frémont? Pardon, monsieur le divisionnaire? Voilà bientôt 10 ans que vous êtes commissaire principal. Et jamais encore vous n'aviez omis de me remettre un rapport en temps voulu. Comme c'est sans doute la première fois que vous vous endormez sur un dossier. Fatigué? Non. Naturellement, vous n'en conviendrez pas. Enfin, ça vous regarde. Essayez de terminer ce rapport le plus vite possible. Vous n'aurez qu'à me le faire porter par l'inspecteur Maxime. Tiens, où est-il encore celui-là? En service? Je l'ai autorisé à faire une course. Certains magasins ne sont pas ouverts pendant l'heure du déjeuner. Le soir, ils sont déjà fermés quand on sort de la PJ. Il a 3 jours de récupération à prendre. Demain, il part pour la campagne, pour une partie de chasse. Combien de jours, dites-vous? 3. Accompagnez-le. Mais monsieur le divisionnaire... À partir de ce soir, vous êtes en disponibilité pour 3 jours. C'est un ordre. Mais le boulot... Vous avez besoin de repos, Frémont. Et moi, j'ai trop besoin de vous pour vous laisser tomber malade. Je vous défends d'emmener le moindre papier. Ce qu'il vous faut, c'est vous changer les idées. Pour une fois, le divisionnaire a raison, patron. 3 jours de plein air, ça vous retape un homme. C'est ça le repos. Se lever et se coucher avec le soleil. Suivre la nature comme les hommes des cavernes. C'est une opinion. Quelle heure est-il? 6 heures. 6 heures, tu te rends compte? Enfin... C'est la meilleure heure, patron, pour surprendre le gibier au saut du nid, si j'ose dire. Alors, vraiment, vous voulez pas un fusil? Ah non. Vous avez tort. Si vous saviez ce que c'est que de faire lever un lièvre et de l'abattre en pleine course... C'est courageux. C'est la loi du plus fort. C'est bien ce que je dis. Tiens, on va descendre en bas de ce coteau. Je connais le coin. Il y a moins de gibier qu'ailleurs, mais on y est plus tranquille. Oh là. On n'y voit rien. Oui, quand la brume est aussi épaisse à cette heure-ci, c'est un signe de beau temps. Tu sens? Quoi, patron? Cette odeur. Tu sens? C'est l'odeur des feuilles qui commence à pourrir. Non. Non, c'est plus acre que ça. On dirait de... C'est ça, l'essence, non? Ça sent l'essence brûlée. L'essence? Qu'y a-t-il plus bas? À la rivière, nous sommes dans la vallée de l'Yonne. L'odeur vient d'en bas. De l'eau? D'en bas, il y a bien une route. Ah oui, qui suit la rivière pendant quelques kilomètres. Nationale? Ah non, même pas départementale. On descend. Mais patron, la chasse, en fait. Oh, si j'avais su, j'aurais laissé le fusil et la sacoche dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le casse-croûte. Et puis vous verrez, ça n'a rien de comparable avec les sandwichs qu'on mange à la PJ. D'habitude, tu les trouves bons. C'est ça, ta route? Ouais, c'est ça. C'est plutôt un chemin communal. Il doit pas y avoir beaucoup de passages. Vous voyez, voilà Lyon à côté. Quand la brume est sur l'eau, c'est... Là. Regarde. Regarde, Maxime, à gauche. Où, patron? À gauche, à 50 mètres. On dirait... Mais oui, mais c'est une voiture. Où c'est qu'il en reste? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout serait inutile, Maxime, il n'y a plus rien à faire. Alors, qu'est-ce que je vous sers, messieurs? Un café bien noir. Pour moi aussi. De noir. Et avec ça? Ah, j'ai une terrine, faite par ma femme. Vous m'en direz des nouvelles. Si ça ne vous fait rien, nous avons ce qu'il faut avec nous. Ah, parfait. Eh ben, faites, messieurs, faites. Remarquez, j'ai l'habitude. Tous ceux qui viennent chez moi à cette heure-ci, on leur casse-croûte avec eux. Ah, je leur propose mon pâté, par acquis de conscience. Oui. En réalité, il en sera de celui-là comme des autres. C'est moi qui finirai par le manger.
Chasseur? Oui, oui. Si on veut. Ah, vous verrez, c'est un beau coin par ici. Giboyeux, du lièvre, du perdreau surtout. Oui, le faisan est plus rare. D'après ce que les chasseurs disent, pas. Vous avez le téléphone? Oui. Ah, je suis même le seul particulier du village à l'avoir. Ça a son importance pour un café. Comme ça, tout le monde finit par défiler chez moi. Ça rend service, quoi. Moi, j'y trouve mon compte et tout le monde est content. Il est dans la pièce du fond, allez-y. Je vous donne de la lumière. Non. Non, mais on va peut-être me demander tout à l'heure. J'ai dit à la gendarmerie que j'étais ici. Ah, la gendarmerie. C'est dans ça que je vous ai vu passer sur la place tout à l'heure. Oui, je vous ai remarqué, vu que vous n'aviez pas vos fusils. Des promeneurs matinaux qui n'ont pas leur fusil à l'épaule dans un pays comme le nôtre, ça étonne pas. Et sans doute les avez-vous laissés dans votre voiture. Sans doute. Oui. Alors c'était dans ça, vous cherchiez la gendarmerie. C'était ça. Oh ben, quelquefois, le brigadier vient ici prendre un verre ou deux. Il se met à la table où vous êtes, d'ailleurs. Toujours un peu en retrait. Non pas qu'il soit timide, non. C'est pour être tranquille, pas. Et il déplie son journal, il sirote son muscadet, il paie, et il s'en va. Oh, pratiquement, c'est à peine si on l'entend parler. Oh, c'est pas qu'on est curieux, vous savez, non, mais dans un petit pays comme le nôtre, on est bien obligé d'être au courant de ce qui se passe, pas? Voilà. Alors, comme ça, vous êtes allé à la gendarmerie? Comme ça, oui. Eh ben... Quoi, eh ben? Pour sûr que le brigadier n'aura jamais été réveillé de si bonne heure. L'affaire devait être d'importance, pas? Ah, eh ben, c'est sûrement pour vous, du moment que vous avez dit que vous étiez ici. Allez répondre tout de même. S'il n'y a rien de spécial, vous direz au brigadier que je rentre sur Paris. Sur Paris? Sur Paris, oui, sur Paris. Comme qui dirait la capitale de la France. Hein? Allez, mon brave. Ah, patron, il en est malade. Il offrirait cher pour savoir ce qu'on est allé faire à la gendarmerie. Qu'il se contente de nous offrir une tournée. Dites, c'est vrai, vous tenez absolument à rentrer sur Paris maintenant? Bon, j'aime autant, oui. La chasse ne me disait déjà pas grand-chose. Mais alors maintenant... Et puis la campagne, tu sais, non, je l'aime quand je suis à Paris, enfermé dans mon bureau. Ah, ça... Pardon, messieurs. Oui? Pardon, lequel d'entre vous est le commissaire Frémont? C'est moi. Parce que le brigadier m'a dit comme ça, dites au commissaire Frémont de ne pas partir sans m'avoir vu. C'est tout? Non, il a dit encore, mais alors ça, j'ai pas très bien compris, que le chauffeur de la voiture, c'était le docteur. Bon, merci. Combien je vous dois? Ah, mais non, patron. Ah non, laissez, monsieur, laissez, c'est ma tournée. Et si vous devez revenir, monsieur le commissaire, vous aussi, monsieur, naturellement, considérez-vous dans cette maison comme dans la vôtre. Oh, ben enfin... Non, mais si, c'est à moi que vous ferez plaisir. Dites, qu'est-ce qui lui est arrivé au docteur? Un accident. Un accident, oh là là, rien n'est moins sûr, monsieur le commissaire. Que voulez-vous dire, brigadier? Eh bien, dès que vous nous avez prévenu ce matin, je me suis rendu sur les lieux avec un de mes hommes. Nous avons pu identifier la voiture du médecin. Oui, c'était un modèle ancien. Ah, il y avait bien longtemps qu'il n'en avait pas changé, le pauvre. À tel point que je me suis dit que c'était sans doute la mécanique qui l'avait lâché. C'était un raisonnement qui ce n'est pas vrai? Oui. Eh bien non. Comment ça? Non, j'ai fait les premiers constats, puis en rentrant à la gendarmerie pour faire mon rapport, je suis passé chez Jogard. Oui, pour lui dire d'aller enlever la carcasse. Jogard? Mais le garagiste. Ah. Oui, enfin, le garagiste, c'est beaucoup dire. Il a une pompe à essence à la sortie du village. Oui, il bricole un peu, quoi. Et le corps du médecin? J'ai aussitôt prévenu l'hôpital du chef-lieu. Alors, ils ont fait le nécessaire. Mais pour en revenir à Jogard, monsieur le commissaire, il a trouvé ça. Une douille? Oui. Elle était sur le bord de la route à quelques mètres du lieu de l'accident. Je suppose que ça n'a rien d'étonnant. Dans un pays comme le vôtre, en période de chasse, il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser. Oui, enfin, c'est-à-dire... oui, mais enfin, c'est insensé. Quoi? Vous n'êtes pas chasseur, monsieur le commissaire. Ah non. Non. Et sans doute ne le serais-je jamais. J'ai raté ma première leçon. Si vous aviez eu l'habitude de la chasse, monsieur le commissaire, vous auriez vu tout de suite qu'il s'agit là d'une douille à balles. Oui. Et alors? Par ici, on chasse le lièvre, le perdreau, le faisan de temps en temps. Enfin, le petit gibier, quoi. C'est-à-dire qu'on utilise les cartouches à plomb. Jogard connaît bien la question, lui.
Alors ça l'a étonné. Alors il a examiné la voiture de plus près. Eh bien, l'accident a été provoqué par un pneu qui a éclaté. C'est vrai. Seulement... Seulement quoi? Continuez, brigadier. Ben, c'est tellement surprenant, monsieur le commissaire, enfin, tellement illogique. Et pourtant, Jogard est un type sérieux, qui raconte pas d'histoire, ça je vous assure. Eh ben, il affirme que si le pneu a éclaté, c'est à cause de la balle, provenant de cette douille. On aurait tiré sur la voiture? Ah, c'est ce que dit Jogard. Ouais. Mais pourquoi est-ce illogique? Pardon? Vous avez dit tout à l'heure que c'était illogique. Pourquoi? Mais parce qu'il s'agit du médecin, justement. Enfin, écoutez, c'était un homme âgé qui, au cours d'une très longue carrière dans le pays, avait acquis le respect, l'affection, enfin, je dirais même la dévotion de tout le monde. Alors qu'on est tiré sur lui de sang-froid, volontairement. Ah non, ça semble impossible. En somme, vous n'y croyez pas. Mais la réalité était là, monsieur le commissaire, devant nos yeux, à Jogard et à moi. Mais vous pensiez à une erreur, à un accident. Oui, nous y avons pensé jusqu'à ce que Jogard trouve cette douille. Car la première erreur fut de prendre pour tuer le perdreau une cartouche capable de tuer un bœuf. Si on rejette l'accident, si on n'admet pas l'erreur, brigadier, il ne reste que le crime. Voyez-vous une autre solution, monsieur le commissaire? Que comptez-vous faire? Ça, j'en sais trop rien. Enfin, il va falloir faire une enquête. C'est la première des choses, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute. Peut-être devrais-je aussi prévenir le parquet d'Auxerre. C'est évident. Ouais. Et sans doute enverront-ils un inspecteur pour diriger l'enquête. Ce serait prudent. À moins que... À moins que j'accepte. Vous vous êtes dit, le commissaire Frémont est sur place, c'est même lui qui a découvert le corps, l'affaire tourne mal, laissons-la lui sur les reins. Oh, monsieur le commissaire... Vous en défendez pas, puisque j'accepte. Ah. Et j'accepte parce que, quoi que vous en pensiez, il doit y avoir une solution logique à la mort du docteur. Ça m'intéresse. Non pas seulement de découvrir cette solution, mais de la chercher. Ça oui, ça m'intéresse. Seulement attention, je n'ai aucun droit de m'occuper de cette affaire, elle dépend du parquet d'Auxerre. En fait, elle ne me sera pas confiée. D'autre part, je ne veux pas marcher sur les brisées d'un confrère. Oui, ça, je comprends bien, monsieur Seulement, le commissaire. je suis en vacances. Oui. Et sur ordre supérieur encore, on m'envoie à la chasse, bravo. Il se trouve maintenant que le gibier m'intéresse. Mais comprenez-moi bien, brigadier, je suis ici sans raison officielle, je n'ai pas d'ordre de mission. Oui. Vous devez rester à la disposition de l'inspecteur qui sera envoyé. Oui, parfaitement, monsieur le commissaire, parfaitement. Ceci dit, vous êtes un bavard, brigadier. Pardon, monsieur le commissaire? Si, vous êtes un bavard. Il vous arrive d'aller au café, de raconter ce que vous avez appris dans la journée. Pardon, qu'y aurait-il d'étonnant dans ces conditions à ce que je sois au courant des événements nouveaux révélés par l'enquête? Sur les rapports du laboratoire, par exemple, et aussi sur l'endroit où le fusil sera découvert. Oui, vous saisissez? Ah oui, très bien, monsieur le commissaire, oui. Parfait. Bon. Est-ce qu'il y a un bon hôtel dans le pays? Oh, un hôtel, c'est beaucoup dire. Enfin, il y a le cafetier en face, là, qui a quelques chambres. Je crois que c'est assez propre. Mais pour le confort... Oh, on va voir. Ah, ça, monsieur le commissaire, pour le confort, vous trouverez pas mieux dans les 30 kilomètres. Et je vous parle pas du calme. Vous avez l'eau courante. Froide? Ah, oui, froide. Mais si vous voulez de l'eau chaude, il y a des gens qui préfèrent l'eau chaude. Noël vous en montrera le matin. Vous pensez rester longtemps? Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. Dans votre métier, on est comme qui dirait voué à l'incertitude. Enfin, c'est comme vous voudrez. Vous êtes ici chez vous. On va commencer par prendre un petit verre. Hein? Oh là si, là si, là si. là. Ah, c'est ma tournée. Ah. Merci. Alors, comme ça serait donc vrai. Quoi donc? Ce qu'on dit dans le pays, que le brave docteur, il serait pas mort d'une façon naturelle. Qui dit ça?
Tout le monde, quoi. C'est bien ce que c'est. On a vu le va-et-vient du brigadier, vous vous installez dans le pays, et tout ça, ça accrédite les choses. Je suis en vacances. À la chasse, comme qui dirait. Comme qui dirait. Et c'est que justement, un chasseur sans fusil... Enfin, c'est vos affaires, hein, pas... Non, j'aimerais pas que vous pensiez que je m'intéresse à ce qui me regarde pas. Dites-moi, où habitait-il, le médecin? À Longuedu, un petit village à 20 kilomètres d'ici. Dites-moi, comment y va-t-on à Longuedu? Eh ben, le mieux c'est de prendre la nationale après le pont. Mais il y a un raccourci en longeant la rivière. Si vous voulez, Noël peut vous accompagner. Noël? Noël! Noël! Ah, naturellement, celui-là quand on a besoin de lui. Noël! Noël, c'est votre fils? Qui ça? Noël? Oh non. Oh, je crois bien que c'est le fils de personne. Je sais plus très bien comment ça s'est fait, mais un beau jour, on a trouvé un jeune garçon sur les marches de l'église. Alors, le village l'a plus ou moins adopté. Pendant longtemps, il a été recueilli par Madame Hamelin, la vieille dame qui habitait au Vieux Cèdre. Mais il y a un an, elle est morte et on a vendu la propriété. Enfin, c'est son gendre qui l'a vendue, vu qu'il y avait déjà une maison que sa femme avait apportée dans la corbeille. Pauvre Noël. C'est comme s'il avait été abandonné 2 fois. Vous savez ce que c'est? Les gens qui n'ont pas eu d'affection s'attachent à vous pour peu qu'on les caresse. Mais, en plus de sa peine, lui, il savait même pas où aller. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai pris avec moi. Il couche dans le grenier. Et contre sa nourriture, il m'aide au café, puis il me fait mon jardin. Pour son argent de poche, les gens du village lui font faire des petits travaux. Comme ça, il se débrouille. Ah, moi, je peux pas faire plus. Si vous voulez, monsieur le commissaire, la charité à notre époque, hein, c'est un luxe. Encore un verre? Non, Un merci. petit. Oh, un vin sec comme ça peut pas vous faire de mal. Si c'était celui que vous buvez à Paris, je dis pas, mais celui-là... Où m'avez-vous dit qu'on prenait la nationale? Après le petit pont, à la sortie du village, vous tournez à droite, comme si vous vous dirigiez vers Avalon. À Longuedu, vous trouverez la maison du docteur sur la place de la mairie. Ah, pour sûr, vous y verrez Valentine, sa gouvernante. Ah, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Oh, qu'est-ce que je peux bien faire? J'ai plus qu'à mourir maintenant, monsieur le commissaire. Calmez-vous, alors, calmez-vous. Oh. Calmez-vous, asseyez-vous. Me calmer, alors que... Mais ça fait bien 40 ans, monsieur le commissaire, vous m'entendez bien, 40 ans que je le soignais, que je m'occupais de lui, que je prenais soin de sa maison. Il me le disait souvent, allez, Valentine, si vous étiez pas là, je serais plus bon à rien. C'est bien simple, c'est comme si j'étais sa famille. C'est bien vrai d'ailleurs, parce que de famille, il en avait plus. Et on me l'a tué. Mais pourquoi? Pensez-vous que le docteur Gauthier ait eu des ennemis? Oh, des ennemis, le docteur Gauthier. Mais monsieur le commissaire, c'est comme si vous disiez que les saints avaient des ennemis. Dieu sait s'ils en avaient. Mais pas lui, monsieur le commissaire. Pas le docteur Gauthier. Et qui donc lui en aurait voulu, puisqu'il faisait du bien à tout le monde? Enfin, vous croyez pas qu'il avait l'âge de se reposer? Eh ben non, il continuait. Parce qu'il me connaît, s'il disait. Et que lorsqu'on connaît son médecin, on est déjà à moitié guéri. Ah oui, il le connaissait bien, allez. Puis ils en profitaient. Il l'appelait par n'importe quel temps. Je me souviens, l'année dernière, il y a un fermier qui l'a appelé parce qu'un de ses petits veaux était malade et que le vétérinaire était pas là. Eh ben, il est allé. Parce qu'un petit veau malade dans une ferme, c'est un manque à gagner, hein. Et qu'un manque à gagner dans une ferme, ça rend souvent plus malade que la maladie elle-même. Enfin, il était comme ça, il n'y avait rien à dire. Et puis, il avait vu naître tout le monde dans les environs. Pour ainsi dire, c'était un peu leur père à tous. Vous ne pensez pas qu'on ait pu avoir l'intention de le voler? Le voler? Oh. Et lui voler quoi, Seigneur? Il n'avait rien. Car il se faisait même pas payer. Vous avez bien le temps, qu'il leur disait. Nous verrons ça quand vous serez guéris. Ah, pour guérir, oui, ils guérissaient. Mais une fois leur peur partie, ils oubliaient la note. Oh, bien sûr, de temps en temps, il lui apportait quelque chose. Des œufs, du gibier, des fruits, mais d'argent, jamais. Et de quoi viviez-vous? Mais 2 fois par an, je faisais ma tournée, moi aussi. J'ai toujours eu plus de mémoire que lui. J'ai un petit carnet noir où je note toutes les visites, toutes les consultations. Oh,
Je ramenais jamais tout l'argent qu'on lui devait, mais le peu que j'obtenais nous suffisait à vivre. Et puis, il y avait le père Giraudot, qui payait son viager tous les mois. Mais tout de même, celui-là, on peut dire que sa ferme, elle lui aura pas coûté cher. Quelle ferme? Une ferme que le docteur tenait de ses parents. Quand il s'est installé à Longue-Du, il l'a mise en location. Et puis, il y a 2 ans, il l'a vendue en viager à ses fermiers parce que, comme il disait, ceux qui cultivent la terre doivent cultiver la terre qui leur appartient. Ils y mettent plus de cœur. Mais est-ce qu'il ne pensait pas qu'un jour il devrait se retirer, céder la place? Ah, bien sûr que si, il y pensait. Il voulait un remplaçant qui soit du pays. C'est pour ça qu'il a toujours refusé de vendre son cabinet à un Parisien. Et pourtant, les offres étaient belles, hein. Avec ça, on aurait pu vivre tranquillement jusqu'à la fin, sans souci. J'aurais pu le gâter un peu. Au lieu de ça... Au lieu de ça? Il s'était mis dans la tête que le fils du Bedeau avait la vocation. Hein, pensez, le fils du Bedeau. Pourquoi pas? De mon temps, on n'avait pas de vocation au-dessus de la situation de ses parents. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben alors, il l'a aidé. Ah, pour ça, il a bien fait les choses. Il l'a envoyé à Paris pour qu'il fasse ses études. Et puis tous les mois, il lui envoyait un petit quelque chose parce qu'on étudie mieux quand on n'a pas faim. Et maintenant, l'autre est revenu, rose et gras, et fier avec ça, avec son beau diplôme tout neuf. Il n'aura pas eu à attendre longtemps. Où habite-t-il? Qui ça? Le fils du Bedeau? Le nouveau docteur, oui, où habite-t-il? Où voulez-vous qu'il habite? Derrière l'église, pardi. Je ne serai jamais pour eux que le fils du Bedeau, n'est-ce pas? Ça dépendra surtout de votre façon de faire. Vous êtes du pays, c'est un atout. Ce serait un atout si mes études n'avaient pas été payées par le docteur Gautier. Et puis surtout si mon père avait une autre situation. Car disons-le, monsieur le commissaire, j'ai été élevé avec le produit des quêtes, et ça, les gens oublient difficilement la charité qu'ils font. Ils auront besoin de vous. Il n'y a rien comme la peur pour rendre modeste. Peut-être aussi vous adopteront-ils plus facilement en souvenir du docteur Gautier. Comment se fait-il qu'il se soit intéressé à vous? Il y a à cela 2 raisons. La première, c'est que j'étais pauvre. Et c'était pour lui une raison suffisante. Et la seconde, c'est que je voulais être médecin. S'il n'était pas intervenu, qu'auriez-vous fait? Je n'ai pas eu à y penser. Il s'est occupé de moi très vite, tout de suite après l'école primaire. Et grâce à lui, j'ai eu tout ce qu'il me fallait. Je n'avais qu'une chose à faire, réussir mes examens, c'était bien le moins. Depuis quand avez-vous terminé vos études? J'ai déposé ma thèse il y a 1 mois. Et depuis? Depuis? Oui, depuis. Que faites-vous? Je suppose que les méchantes langues vous diront que j'attendais la mort du docteur Gautier. Il serait évidemment difficile de leur prouver le contraire. En fait, vous l'attendiez. Je savais bien qu'un jour, bien sûr, il me laisserait la place, si c'est ce que vous voulez dire. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Prenons la question autrement, voulez-vous? Si le docteur Gautier n'était pas mort de cette façon tragique, son état de santé laissait-il présager une fin prochaine? Non. Il n'était donc pas malade? Pas à ma connaissance. Mais il y avait l'âge, monsieur le commissaire, plus terrible que la maladie. Le jour était proche où il n'aurait pu satisfaire aux exigences de sa clientèle. D'ailleurs, nous en étions convenus depuis longtemps ensemble. Je devais l'accompagner de temps à autre, surtout pour les visites lointaines. Les malades devaient ainsi prendre l'habitude de me voir. Et peut-être même de s'adresser à moi. Et maintenant, que comptez-vous faire? Dès demain, je m'installe chez le docteur Gautier. Et Valentine? La gouvernante du docteur? Oui, qu'allez-vous en faire? Je pense la garder avec moi. D'ailleurs... Quoi? La maison est à elle. Comment ça? Comment elle ne vous l'a pas dit? Mais elle est chez elle. La maison lui appartient. Oui, le docteur Gautier la lui a léguée. C'était d'ailleurs la moindre des choses. Elle lui a été très dévouée. Il y a longtemps? Oh, il nous en a parlé il y a une 15aine de jours environ. Mais le notaire vous le confirmera. Oui, à vous dire vrai, je regrette cette décision du docteur. Cette maison est très vaste. J'avais des projets. Mon idée aurait été d'en faire... Pas une clinique, non, mais une sorte de dispensaire où éventuellement j'aurais pu garder les cas très graves.
Oui, mais enfin, ce sera pour plus tard. En somme, vous n'avez plus qu'à attendre. Pardon? Oui, vous n'avez plus qu'à attendre la mort de Valentine. Vous aviez parlé au docteur Gauthier de ce projet? Oui. Et malgré cela, il a... Il était contre. Pourquoi? Il avait gardé du médecin de campagne une idée assez traditionnelle. Vous savez, les bancs de moltières, des kilomètres à faire dans la boue, sur le verglas, des accouchements à la lueur d'une veilleuse et dans des draps brodés. Il s'opposait même avec violence à certaines thérapeutiques nouvelles. Il disait souvent, en riant, qu'il regrettait le temps heureux des clistères et des sangsues. Mais à bien réfléchir, je me demande s'il ne le regrettait pas vraiment. Il était, comment vous dire, il était un petit moré, si vous voulez. Vous n'avez pas l'air de lui porter une affection très marquée. Je me trompe? Ah oui, oui, vous vous trompez, sans nul doute. Je lui suis infiniment reconnaissant. J'avais parlé d'affection. La reconnaissance est un sentiment bien différent. En vérité, je le connaissais peu. Je faisais mes études à Paris, je le voyais un peu aux vacances, c'est tout. Oui, je comprends. Vous avez dit une phrase très juste tout à l'heure, docteur. Comment était-ce? Oui, les gens oublient difficilement la charité qu'ils font. Oui. C'est aussi vrai de dire que les gens oublient difficilement la charité qu'on leur fait. Bon, eh bien, je vous laisse à vos préparatifs. J'ai fort peu de choses, vous savez, des livres surtout auxquels je tiens, bien sûr. Pendant que j'y pense, ce matin, entre 5 et 6 heures, vous étiez dans votre lit, naturellement. Ah non, monsieur le commissaire, non, je suis encore en vacances, alors vers 5 heures, je suis parti pour la chasse. C'est un sport que j'aime beaucoup. Il m'oblige à marcher, à respirer. On peut penser tout à son aise. Faire des projets. Vous y étiez seul? Non, monsieur le commissaire, j'étais avec Arthur. Arthur? C'est mon chien. Ah. Vous savez qui on appelle le père Giraudot? Ah, le fermier de la Crapaudine, oui. Sa ferme est à la sortie du pays, sur la route de Sens, pourquoi? Lui aussi est redevable au docteur Gauthier. Il lui a donné sa ferme. Ah, il ne la lui a pas donné, monsieur le commissaire. Il la lui a vendue. Oh, c'est ce que les autres fermiers du pays diront, monsieur le commissaire. Que ma ferme, je l'ai eue à bas prix. Ils le disent déjà, soyez tranquille. Oh, pour sûr qu'ils le disent. Et demain, ils inventeront ben encore autre chose. Ils me le pardonneront jamais, comme si ça leur enlevait quelque chose, hein? Si j'ai eu de la chance, c'est pure justice. Je dois rien à personne. Ah, au docteur Gauthier, peut-être, non? Hein? Vous vous entendiez bien? Qui donc? Le docteur Gauthier et vous. Oh, dame, oui. On s'entendait bien. Avec lui, ça aurait été difficile. Il y a bien 2 ou 3 fois que j'ai été en retard pour mes fermages, mais enfin, ça s'est arrangé. Ça. C'est vous qui lui aviez proposé d'acheter la ferme en viager? Et c'est une idée à lui, ça. À dire le vrai, j'aurais jamais osé lui offrir une combinaison pareille. Pourquoi? Vu son âge, lui proposer un viager, ça m'aurait gêné. Et puis j'étais heureux comme j'étais, je pensais pas devenir le patron. C'est quand il m'en a parlé que je me suis fait à cette idée-là. On s'y fait vite, hein? Quand était-ce? 2 ans à peu près. C'était cher comme viager? Oh, la ferme est petite, hein. Pour tout dire, vous ne lui donniez pas beaucoup d'argent. Je lui donnais ce qu'il me demandait. C'est lui qui avait fait le prix. Ah, ça, mais vous avez fait une sorte de cadeau. Un cadeau? Un cadeau, comme vous y allez. Non, c'est vrai, je payais pas cher, mais il y trouvait son compte. Comment ça? Ben, c'est moi qui devais payer toutes les réparations. C'était sur le papier qu'on a signé chez le notaire. Puis des réparations, il y en a. Le toit, les clôtures, même le puits. Vous avez tout fait réparer? Tout? Oh, et alors, et avec quoi, hein? J'ai fait refaire le toit parce qu'il pleuvait dans le grenier, c'est tout. Mais pour les clôtures, j'ai dû attendre. Et pourtant, ça serait pas du luxe, hein. Toutes les vaches du voisinage viennent brouter mon herbe. C'est comme pour le puits, tenez. À chaque fois qu'on tire un seau, il y a une pierre qui tombe au fond. Enfin, maintenant, je vais pouvoir. Maintenant, vous allez... Ben oui, madame. La ferme est à moi, pas. Et je peux faire ce que je veux. Je vais commencer par vendre un bout de terrain à la municipalité, qu'on a besoin pour agrandir l'école. Puis je vais m'associer avec 2 autres fermiers pour élever des poulets.
Ils me prêteront de l'argent sur la maison. Une hypothèque. Oui, c'est comme ça que le notaire a dit. Quand l'avez-vous vu? Le notaire? Ah bah, il y a une dizaine de jours environ. Je me renseignais, quoi, pour connaître mes droits. Vu que les fermiers avec qui je veux travailler, ils sont un peu pressés. Et moi, je veux profiter de l'occasion. Ah, vous savez ce que c'est, hein, les affaires. Oui, je sais, les affaires n'attendent pas. Où étiez-vous ce matin? À quelle heure? Entre 5 et 6. Dans les champs, pardi. Je commence de bonne heure, moi. Seul? Oh, ben, naturellement, vous croyez pas que je peux me payer un garçon de ferme, non? Oh, ça serait bien utile, pourtant. Enfin, on verra ça plus tard. Si les affaires marchent. Voilà, patron. Alors, vous avez passé une bonne nuit? Oh, comme ça. Seulement? Pourtant, quel calme ici. Justement. Voilà si longtemps que je dors avec du bruit autour de moi que le silence me réveille. Ah, moi, c'est tout le contraire, patron. D'abord, il suffit que je sois à la campagne pour me porter comme un charme. Toi, tu dors n'importe où. Même au bureau. Ah, bonjour, messieurs. Bonjour, patron. Ah, vous êtes bien matinaux pour des Parisiens. Mais vous avez raison. Faut profiter au maximum de sa journée. N'est-ce pas? Elle n'est jamais trop longue. Ah, j'étais dans ma cave à mettre mon vin en bouteille. Bon, alors, qu'est-ce que je vous sers comme petit déjeuner? Vous vous laisseriez pas tenter par des cochonnailles avec un petit blanc sec? Café noir. Ah bon? Ah bon, alors, moi aussi, alors, un café noir. Alors, 2 cafés noirs. Oui. C'est Bon, ça. ben, je vous les fais tout de suite. Hein. Dès que Noël aura fini de nettoyer la salle, il montera faire vos chambres. Comme ça, si vous voulez encore vous reposer... Entendu, merci. Alors, patron, le programme de la journée? Attendre. D'abord le compte-rendu du légiste. Puis la fin de l'enquête de la gendarmerie. C'est d'ailleurs ça le plus important. Quand ils auront pu retrouver le fusil et identifier les empreintes de pas dans la boue sur le bord de la route, notre travail sera pratiquement terminé. Moi, ce qui me semble curieux, patron, Tellement de choses te paraissent curieuses, Maxime. c'est que, d'après la douille qui a été retrouvée, il doit s'agir d'un fusil allemand, du type Mauser, et d'un modèle ancien encore. Et voilà vos cafés, messieurs. Faites Merci. attention, il est brûlant. Merci. Noël, je t'ai déjà dit que tu faisais trop de poussière en balayant. Il faut mouiller le carrelage d'abord. Ah. Tiens, c'est Morisseau qui passe. Le pauvre, on peut dire qu'il aura pas été heureux longtemps, celui-là, enfin. T'as un méchant coup du sort, hein. On n'y peut rien. Qui est-ce? Monsieur Morisseau? L'actuel propriétaire du Vieux Cèdre. Quand on pense qu'il s'est marié il y a 1 an à peine, et puis qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui se passe? Comment vous savez pas? Madame Morisseau est morte hier en fin de matinée d'une crise cardiaque. Et quand on voit des choses comme ça donne à réfléchir, pas vrai? Et on travaille, on se donne de la peine, on se fait de la bile pour un oui, pour un non, puis résultat, un beau matin, hop, ni vu ni connu, on passe de l'autre côté. Hein. Non, remarquez, c'était normal qu'elle meure avant son mari, mais enfin, tout de même, ça s'est fait bien vite. Pourquoi normal? Dame, elle avait 20 ans de plus que lui. Les bonnes langues vont aller leur train, hein. Il y en a déjà qui disent que M. Morisseau s'était marié parce qu'il savait que sa femme était gravement malade, et que son sacrifice est enfin récompensé. Remarquez, il y en a qui disent sacrifice, d'autres qui disent calcul, hein. Allez donc savoir. Bon, il y en a qui disent vraiment n'importe quoi. Connaissez pas votre bonheur, monsieur le commissaire, de pas habiter un petit village. Les gens s'intéressent à vos affaires, tout le monde vous connaît. Dites-moi, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur Morisseau? Dans la vie? Oui. C'était le mari de Madame Morisseau. Croyez-moi, c'était une situation suffisante. Enfin, c'est pas pour dire, mais le pays traverse une mauvaise passe, hein. Le médecin, Madame Morisseau... Moi, ça me donne le trac. Hein. Je ressens la même angoisse que pendant la guerre, quand j'étais au maquis. On savait pas de qui ça allait être le tour. Qu'est-ce que c'est que le Vieux Cèdre? C'est la propriété qui est au bout de la rue principale. Oui, on l'appelle comme ça à cause d'un cèdre qui est au moins centenaire et dont les branches passent par-dessus le mur d'enclos. C'est loin d'ici? Non, 200 mètres à peine. Dépêche-toi, Maxime. Une seconde, patron.
Ah, le café brûlant, j'ai jamais pu le supporter. Bon, ben, vous avez plus besoin de moi, messieurs, hein. Alors, si vous le voulez bien, je retourne dans ma cave, parce que si on veut boire du vin, hein, faut le tirer. Oui. Patron, ça a pas l'air d'aller. Si. Mais on m'a déjà parlé du vieux cèdre. Je ne me souviens plus qui ni à quel moment. Bon, alors, il est fini ce café? Oui, ça y est. Alors, où va-t-on? Portez nos condoléances à M. Morisseau. Je suis très sensible à votre visite, monsieur le commissaire, mais je ne la comprends pas. La mort de ma femme, pour aussi tragique qu'elle soit, ne donne lieu à aucune équivoque. Un médecin venu d'Auxerre a signé le permis d'inhumer. Aussi, la présence de la police dans cette maison est-elle... Nous n'enquêtons pas sur la mort de Madame Morisseau, monsieur, mais bien sur celle du docteur Gauthier. Vous le connaissiez? Oui, pour l'avoir vu 2 ou 3 fois dans le pays. Mais nous ne l'avons jamais consulté ni reçu. Nous ne possédions cette maison que depuis 1 an environ. Nous ne venions ici que pour quelques week-ends. Le reste du temps, nous habitions Paris. Cher? Pardon? Cette maison, vous l'aviez payée cher? Je n'en sais plus rien. À vrai dire, c'est ma femme qui en avait fait l'acquisition. Curieuse question, monsieur le commissaire. Une question est toujours curieuse, monsieur. Je dirais même que c'est sa raison d'être. Votre femme était-elle déjà malade, monsieur Morisseau, quand vous l'avez épousée? Je m'aperçois, monsieur le commissaire, que vous avez dû entendre parler de nous. En effet, elle était déjà malade. Insuffisance cardiaque. C'est pour cela que qu'elle avait acheté cette maison. Avant, nous allions à la mer ou à la montagne, mais la campagne lui réussissait mieux. Avait-elle déjà eu des crises? Oui, l'année dernière, tout au début de notre mariage. Seulement, nous étions dans notre appartement parisien et son docteur habituel était pratiquement sur place. Cela a été un avertissement. Un avertissement grave, certes, mais seulement un avertissement. Pour répondre plus exactement à votre question, monsieur le commissaire, je peux vous dire que rien ne laissait supposer une fin aussi rapide. Vous imaginez bien que sans cela, jamais je ne l'aurais laissée seule un moment. Parce que vous la laissiez seule? Oui, j'avais mes occupations. Professionnelles? Oui. Que faites-vous, monsieur Morisseau? Je suis peintre. Peintre? Oui, je peins des tableaux. Oui, j'ai bien compris. Et c'est rentable? Il y en a qui en vivent très bien. Oui, il y en a, oui. Mais les autres? Je n'ai que 27 ans, monsieur le commissaire. Dois-je comprendre que pour vous, la peinture n'était en fait qu'un violon d'Ingres? Par obligation, oui. Vous avez raison. Et pour vendre ces peintures, il faut faire un peu fonction de représentant de commerce. Obtenir une galerie est chose plus difficile qu'on ne croit. Il y a une concurrence énorme. Pour être en tête du peloton, il faut... Du talent. Oui, c'est ce que j'ai cru d'abord, mais c'était trop simple. Il faut des relations. Et de l'argent. À défaut de relations, de l'argent, vous en aviez? Ma femme en avait. Elle risquait des sommes folles au jeu, aux courses, en bourse. Mais jamais elle n'a accepté de financer une seule exposition. Non qu'elle manquât de confiance en moi, au contraire. C'est même pourquoi son obstination n'était pas insultante. Mais elle était plus âgée que moi. Aussi craignait-elle qu'une réussite éventuelle, probable même, ne m'éloignât d'elle. Elle pensait que le succès était pour elle un rival dangereux. Alors chaque fois qu'une occasion se présentait, que je lui demandais son aide, elle se dérobait, me demandait d'attendre. D'attendre quoi? Peut-être se disait-elle qu'un jour je serais maître de sa fortune. C'est bien ce que vous vouliez me faire dire, n'est-ce pas? Pourquoi avez-vous épousé votre femme, monsieur Morisseau? Pourquoi? Je crains, monsieur le commissaire, que ma réponse ne vous surprenne. J'ai épousé ma femme parce que je l'aimais. Eh oui. Oui, cette raison me semblait suffisante. Et qu'espériez-vous donc? Que je vous parle de son argent, de ses bijoux, de ses titres? Que je mette dans la balance la maladie qui la minait, ces 20 ans qui nous séparaient? Pensez-vous que je vous avoue qu'un jour j'espérais être libre et propriétaire de ses biens? Eh bien non. Non, monsieur le commissaire. J'ai épousé une femme riche, malade,
et de 20 ans mon aîné parce que je l'aimais. Et pour cette unique raison. La voiture qui est dans la cour est à vous? Oui, oui, c'est un cadeau de ma femme. Un cadeau d'anniversaire. On ne célébrait jamais le sien, mais le mien donnait lieu à des fêtes gigantesques. Alors comment se fait-il qu'hier matin, quand elle a eu sa crise, vous ne vous soyez pas proposé pour aller chercher un médecin? Je n'étais pas ici, j'étais à Paris. Vos affaires? Exact, mes affaires. J'avais mis un point d'honneur à réussir sans elle. C'est un sentiment qui peut vous paraître curieux, mais j'avais besoin de cela pour vivre avec elle. Je sais ce que notre entourage pensait de notre union. J'avais besoin de réussir pour leur opposer à tous un démenti formel. Et puis... Bon, mais cela... Continuez, je vous en prie. C'est aussi une preuve d'amour que j'aurais aimé lui donner. À elle. Où étiez-vous, alors? Quand? Quand votre femme a eu sa crise? À Paris? Dans votre appartement? Oui. Seul? Mais... C'est un alibi, monsieur le commissaire, que vous me demandez là. Que ça ne vous empêche pas de me répondre. Ma femme était arrivée ici avant-hier soir par le train. Ça la fatigue moins que la voiture. Moi, je suis arrivé ce matin comme il était prévu. Pourquoi ne pas l'avoir accompagnée? Avant-hier soir, j'avais un rendez-vous avec un directeur de galerie au Palais Royal, monsieur Dupérat. Il avait accepté d'organiser chez lui une exposition de mes toiles pendant le mois d'août. C'est une saison creuse. Nous avions rendez-vous pour discuter de certaines conditions. Naturellement, vous l'avez vu. Je suis allé à la galerie. Avez-vous vu monsieur Dupérat? Non. Une affaire urgente l'avait retenu ailleurs. Ce qui fait que vous avez passé votre soirée tout seul. Non. J'ai vu sa secrétaire. Nous avons dîné ensemble. Dans quel restaurant? Chez moi. Si je comprends bien, Madame Morisseau se trouvait seule dans cette maison. Non. Non, il y avait Marguerite qui était déjà là du temps de l'ancienne propriétaire, Madame Hamelin. Quand ma femme a acheté cette maison, elle a gardé Marguerite à son service. Où est-elle actuellement? Bon, elle doit faire le ménage dans mon atelier. Ce que nous appelons mon atelier, c'est cette cabane en bois que vous voyez au fond du jardin. Eh bien, je vous laisse, monsieur Morisseau. Je vais aller dire 2 mots à Marguerite. Mais enfin, monsieur le commissaire, je ne comprends pas. Ne vous inquiétez pas, monsieur Morisseau. Je n'étais pas venu pour enquêter sur la mort de votre femme, mais sur la mort du docteur Gauthier. Je dois vous dire, patron, que je ne vous suis pas très bien non plus. Le docteur Gauthier est mort parce qu'on a tiré une balle dans un des pneus de sa voiture. Madame Morisseau est morte d'une crise cardiaque. Sincèrement, Il est joli, ce bassin, hein? Tu trouves pas? Ah oui, oui, il est très joli. Mais pour en revenir à la mort du docteur... J'ai toujours rêvé de posséder une pièce d'eau. C'est pas tellement la pièce d'eau qui coûte cher, patron. C'est le terrain où la mettre. Donc, je vous disais pour le docteur Gauthier... Donne-moi un caillou. Et quoi? Donne-moi un caillou. Un caillou? Ça va bien, patron? Oui, un caillou plat. Le plus plat possible, comme un galet. Comme un galet. Bon, eh ben... Voilà, patron. Merci. Regarde bien, hein? Hein? Tu as vu? Il a rebondi sur l'eau. Eh ben oui, quoi, vous avez fait un ricochet. Un ricochet, tu l'as dit, Maxime. Ah, bravo, patron. Mais dites, pour en terminer avec ce que nous disions, Tiens, voilà l'atelier, Maxime. Pas grand, hein, l'antre du génie. J'espère qu'il n'a pas l'intention de s'attaquer à une fresque. Ouvre la porte. Oh, ce que vous m'avez fait peur. Qui êtes-vous? Commissaire Faymond de la police judiciaire. Inspecteur Maxime. Vous êtes Marguerite. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Sans doute n'avez-vous pas très bien compris. Nous sommes de la police. Ah, c'est possible. Ben, si vous voulez quelque chose, monsieur est au salon. Je sais, nous l'avons vu. C'est vous que je suis venu voir. Vous avez donc rien à faire? J'aimerais que vous me racontiez comment ça s'est passé hier. Quoi? La mort de Madame Morisseau. Ah, si vous croyez que c'est agréable de raconter ces choses-là... Oui, je sais, je m'en doute. Alors, asseyez-vous. Alors? Ben, alors, c'est hier matin que ça a commencé.
vu qu'on était encore au lit. 5 heures venaient à peine de sonner que madame m'a appelé. Sa chambre est en face de la mienne, je laisse toujours ma porte ouverte à cause de Caramel. Le chat de la vieille madame Hamelin qu'on a gardé ici. Parce que comme ça, il peut aller et venir. Madame n'aimait pas trop ça. Oh, Caramel, elle pouvait pas le voir. Il faut dire qu'il la griffait tout le temps. Madame Morisseau vous a appelé. Oui, comme je viens de vous le dire. Et j'ai tout de suite pensé qu'elle était malade, déjà que la veille, en arrivant, elle se sentait patraque. Alors je suis allé dans sa chambre. Elle était sur son lit, toute pâle, et elle se tenait la poitrine comme si elle avait le feu à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai eu peur, pas. J'ai voulu lui faire boire de l'eau, et j'ai bien fait, dame, parce que ça l'a aidé à parler. Un docteur qu'elle voulait, n'importe lequel, pourvu qu'il lui apporte de la digitaline, un médicament qu'elle avait oublié de mettre dans ses valises avant de venir de Paris. Alors je lui ai fait remarquer comme ça qu'un docteur, il n'y en avait pas dans le pays, mais bien à 25 kilomètres de là. Elle m'a dit de me dépêcher, sinon qu'elle n'en aurait pas pour 2 heures à vivre. C'était vrai, la pauvre. Alors quoi? Alors qu'est-ce que vous avez fait? J'ai appelé le docteur Gauthier, pardi. Vu qu'on ne connaît que lui et qu'il est du pays. Vous lui avez téléphoné? Naturellement, j'ai pas fait 25 kilomètres à pied, non. D'où lui avez-vous téléphoné? C'est le père Rouquier, pardi, vu qu'il n'y a que lui qui a le téléphone. Le père Rouquier, c'est le cafetier là-bas qui a quelques chambres. Ah oui, oh, il fait des affaires, hein. Surtout en cette saison. Puis, avaricieux comme il est. Il était levé quand vous y êtes allé? Pensez, il est déjà plus de 5 heures. À cette époque, il se lève tôt de peur de perdre un client. Ah ça, faut dire ce qui est, il ménage pas sa peine. Puis tout son monde était déjà levé au travail, même que j'avais peine à parler au docteur, tant le Noël faisait de poussière en balayant son carreau. On a beau lui dire qu'il faut arroser, il n'en fait jamais qu'à sa tête, celui-là. Qu'est-ce que vous lui avez dit? À qui donc? Au docteur, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit de venir, pardi. Même que si j'avais su ce qui devait lui arriver, je me serais arrangé pour en appeler un autre. Que lui avez-vous dit exactement? Je comprends pas. Je vous demande de vous rappeler vos paroles exactes. Exact? Je lui ai dit... Bonjour, docteur. C'est la Marguerite. Excusez-moi de vous réveiller à cette heure. Et puis? Il faut venir tout de suite avec de la digitaline, vu que madame Morisseau est bien malade, et que si vous tardez, elle en a que pour 2 heures à vivre. Vous êtes sûr de lui avoir dit que s'il tardait, madame Morisseau n'en aurait que pour 2 heures à vivre? Madame, puisque c'était vrai, sûr que je lui ai dit. Merci, Marguerite. Merci beaucoup. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi me remercier comme ça, hein. J'ai fait ce que j'ai pu, pas. J'ai rien à me reprocher. Enfin, si vous êtes content, c'est le principal. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais continuer mon travail, hein. Vous avez vu ce désordre? C'était déjà pas grand quand ça servait pour dormir du temps de la guinguette à Hamelin. Mais maintenant que c'est un atelier, comme on dit. Un atelier, je vous demande un peu. La chambre de Noël. Avec toutes ces toiles qu'on sait même pas dans quel sens faut les regarder. Enfin, c'est comme ça, pas vrai? C'était une chambre ici, avant? Oh, une chambre, c'est beaucoup dire, mais ça servait pour dormir, quoi. Et ça rendait bien service, en tout cas. Ah, c'est que la pauvre madame Hamelin, elle avait du cœur, hein. Ah, on peut dire qu'elle a été regrettée, elle. Non, mais, sincèrement, monsieur le commissaire, est-ce qu'on peut avoir du cœur et peindre des horreurs pareilles? Vous êtes pleine de bon sens, Marguerite. Au revoir. Ça y est, Maxime. J'ai trouvé. Quoi, patron? Je sais qui a tué le docteur Gauthier et pourquoi madame Morisseau est morte. Vous savez? Oui. Pense au galet, Maxime. Au galet? Au galet qu'on lance au ras de l'eau, qui fait ricocher. Oui. J'y comprends rien, patron. Ça ne fait rien, ça n'étonnera personne. Voyons, c'est ça. On m'a parlé du vieux Cèdre, puis de madame Hamelin, une vieille dame qui avait du cœur,
on m'a parlé du Mackie et d'un Moser ancien modèle. Marguerite a eu de la peine à téléphoner parce qu'il y avait de la poussière. Expliquez-moi, patron, je suis inquiet. Attends. Qu'est-ce que j'ai dit au jeune médecin qui va remplacer le docteur Gauthier? Ah oui, les gens oublient difficilement la charité qu'on leur fait. Eh bien, c'est vrai, quel que soit le sens dans lequel on prend cette phrase. Allez, dépêche-toi, Maxime. Patron, où on va? Chez le père Rouquier, Maxime, chez le père Rouquier. Ah, monsieur le commissaire, vous voilà enfin. Oh, les bras m'en tombent. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Rouquier? Tiens, qu'est-ce que vous faites là, brigadier? Ah, eh bien voilà, monsieur le commissaire, on a cherché le fusil près de l'endroit où le docteur Gauthier a eu son accident. C'est-à-dire qu'on a cherché le long de la route et en bordure de la rivière. Vous avez bien fait, brigadier, alors. Alors, en cherchant sur la rive, on a aperçu un corps qui flottait derrière un écran d'ajonc. C'était Noël. Ah, vous vous rendez compte, monsieur le commissaire, Noël Noël noyé. Alors je suis venu tout de suite prévenir monsieur Rouquier puisque Noël habitait chez lui. Bon, enfin, qu'est-ce qu'il allait faire au bord de l'eau? Il avait toujours l'air de s'intéresser à rien, on le prenait même un peu pour un simple. Il cherchait un fusil, monsieur Rouquier. Quoi, un fusil? Mais enfin, patron, comment Noël aurait-il su qu'on cherchait un fusil? Souviens-toi, Maxime, ce matin, lorsque nous avons pris notre petit déjeuner, nous étions dans cette salle, à cette même place. Oui. Noël était à côté de nous. Il balayait le carrelage. Oui. Vous lui avez même fait remarquer qu'il faisait de la poussière. Oui. Bref, il nous a entendus quand nous parlions tous les deux du fusil, et tu as supposé qu'il s'agissait d'un Moser. Comment vous dites, un Moser? On le pense, oui. Un ancien modèle, n'est-ce pas, d'une vingtaine d'années? C'est vraisemblable. Nous attendons la confirmation du labo. Pourquoi? Parce que, pendant la guerre, monsieur le commissaire, j'ai appartenu à un maquis. Comme arme, nous nous servions de celle que nous volions aux Allemands. À la fin de la guerre, j'ai gardé mon fusil et quelques cartouches. Oui, je sais que j'aurais pas dû, mais enfin, je gardais ça comme un trophée. Hein. Et pas, c'était un Moser. Où était-il? Dans une malle au grenier, là où couchait Noël. Attendez, je vais le chercher. Non, c'est inutile. Il est au fond de l'eau. C'est votre fusil que Noël cherchait au bord de la rivière et c'est comme ça qu'il s'est noyé. Je vous demande, pardon, patron, mais comment aurait-il su que le fusil était au fond de l'eau? Parce qu'il l'y avait mis. Noël? Je récapitule les faits. Hier matin, Marguerite, la bonne de Madame Morisseau, téléphone au docteur Rouquier de venir d'urgence soigner sa maîtresse, qui, ajoute-t-elle, n'en a plus que pour 2 heures à vivre s'il tarde trop. Et d'où téléphone-t-elle? De chez moi? Exact. Elle téléphone de la salle du fond. Que Noël est en train de balayer. Il entend la conversation, il va chercher le fusil au grenier et va à la rencontre du docteur. Est-ce que je me trompe, monsieur Rouquier? Pour le reste, je sais pas trop, monsieur le commissaire, mais il est certain que Noël est parti presque sur les talons de la Marguerite. Ça, je le sais, parce que j'ai remarqué qu'il avait pris mon vélo. Il va donc à la rencontre du docteur. Et pas par la route nationale, mais par le raccourci qu'ils connaissent tous les deux. Et que vous vouliez que Noël m'indique hier, hein? Il ne pense qu'à une chose. Retarder l'arrivée du docteur, puisque Marguerite a assuré que le moindre retard serait fatal à Madame Morisseau. Oh, il ne veut pas le tuer, bien sûr, mais seulement le retarder. Alors il tire dans les pneus. La voiture que le brave docteur poussait au maximum pour sauver sa malade fait une embardée, accroche un arbre et flambe. Noël prend peur, il jette le fusil dans la rivière et rentre au café. En somme, le docteur est mort parce que Noël voulait tuer Madame Morisseau. Le ricochet. Mais, et pourquoi? C'est un peu vous qui m'en avez fourni l'explication, monsieur Rouquier. Moi? Oui, vous m'avez dit que Noël avait été abandonné par ses parents il y a bien longtemps. Vous avez cruellement ajouté d'ailleurs qu'il n'était le fils de personne. Seulement au village, il y a une brave dame, Madame Hamelin, qui recueille Noël et le fait vivre avec elle. Alors, ce garçon, un peu simple, qu'on a tendance à prendre pour un imbécile parce qu'il est malheureux, s'attache à Madame Hamelin. Et quand elle mourra, ce sera pour lui une catastrophe. Vous m'avez dit, quand elle est morte, il s'est senti abandonné pour la 2e fois. Oh, c'était terrible, bien sûr, mais enfin... Un jour, le vieux cèdre a été vendu. Noël, qui habitait la cabane au fond du jardin, a perdu ainsi jusqu'au toit qui l'abritait. J'ai fait de mon mieux. Alors il a commencé
à haïr cette femme qui habitait la même maison que Madame Hamelin et qu'il en avait chassée. Il la tenait sans doute pour responsable de cette misère et de cette solitude qu'il traînait après lui. Il avait pour Madame Morisseau les mêmes sentiments que Caramel, ce chat qui la griffait tout le temps. Le coup de griffe a été trop fort. Voilà. Vous pouvez faire votre rapport, brigadier. Nous rentrons sur Paris. Mangez un morceau, monsieur le commissaire, avant de prendre la route. Non, vraiment, non. Non, je serais incapable de manger quoi que ce soit. Noël avec quelques excuses. Car, finalement, c'est la première fois aujourd'hui que le destin est charitable avec lui.